Let's go. Il y a en chacun de nous une part du monde que personne d'autre ne porte pareil. Une couleur, un éclat, une mélodie intime que seule notre voix sait raconter. Et si le temps d'un instant se prêtait nos vies, juste assez pour goûter à ce qui t'anime, à ce qui te trouble, à ce qui te fait danser ou pleurer en secret. Il n'y aura pas de grande vérité, il n'y aura pas de dogme à suivre, juste toi, juste nous, juste ton histoire, des vibrations, des silences. Parce qu'au fond, nos existences sont tissées des vies des autres. Et peut-être qu'au fil de ces instants partagés, un peu de toi deviendra un peu de nous. Bienvenue dans ta part de nous. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ta part de nous, épisode numéro 2. Ta part de nous, c'est un podcast qui cherche à comprendre ce que l'on devient quand la vie décide, parfois de nous faire changer de plan. Aujourd'hui, on va parler de changement, de courage, de reconstruction intime qui naît quand le réel s'impose, sans qu'on l'ait choisi. C'est une histoire d'amour, de combat, de réinvention. C'est d'une femme qui a tutoyé les sommets de l'Europe avant de découvrir un autre sommet, plus intime, plus bouleversant, celui de la maternité d'un enfant porteur de handicap. Ta part de nous, c'est aussi ce moment où l'on vit, sans bouger. Une vie qu'on n'a pas vécue, mais que soudainement, on comprend. Alors vous le savez, j'aime bien les citations, et en voilà une de Montaigne. Chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Et autrement dit, dans chaque vie, chaque émotion, chaque faiblesse, il y a quelque chose d'universel. Donc j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Catherine Ray, qui me fait l'immense honneur d'être avec moi aujourd'hui dans un concept un peu particulier parce qu'on est dans un café-resto où on enregistre ici en live, d'où le bruit environnant. Et puis Catherine, c'est une rencontre un peu particulière parce que je l'ai rencontrée durant le mois de mai dernier où en fait elle ne m'a pas vu mais moi je l'ai vue parce que c'était lors de la journée du spécialisé. Mon travail est dans le spécialisé, donc l'encadrement des enfants avec des handicaps. Et puis là, j'ai découvert Catherine avec un moment suspendu qui a duré un quart d'heure, 20 minutes. Alors dans une journée qui, du reste, était assez intéressante, c'est vraiment le moment où vous imaginez les mouches voler pendant un quart d'heure où il y avait un témoignage qui là nous a frappés tous. Alors Catherine, c'est une femme qu'on écoute. Je vais essayer de dresser son portrait et puis elle me corrigera juste après. Eh ben on l'écoute parce qu'elle était longtemps porte-parole de la Commission européenne, une fonction où chaque mot est pesé, où la nuance devient un instrument de paix. Et aujourd'hui, elle continue à donner la parole aux autres à travers son podcast qui s'appelle « À quoi tu sers ?», où elle vulgarise les rouages de l'Union européenne avec bienveillance et clarté. Alors elle anime aussi une chronique mensuelle sur la première, donc vous l'avez peut-être entendu si vous écoutez cette chaîne sur la radio. C'est une chronique sur l'Europe où on aborde des thèmes très différents. Par exemple, l'eau qu'on boit, l'utilisation des rouges à lèvres ou l'utilisation de la 5G via nos smartphones. Alors, elle a 50 ans. Alors, peut-être qu'elle va me corriger juste après parce que je n'ai pas noté l'âge exact. Elle a un fils de 9 ans, Gabriel. Et Gabriel, en fait, il a bouleversé sa vie. C'est un enfant qui est porteur de handicap et qui l'a mené à repenser le sens du mot « réussir ». Elle a aussi créé une ASBL pour accompagner d'autres familles dans le handicap. Elle a participé à un clip avec la Ligue des familles dans le cadre du cinéma extraordinaire. Elle continue d'incarner à sa façon un engagement sincère et sensible. Alors Catherine, avant qu'on plonge dans ton histoire, alors tu peux déjà me corriger si j'ai dit des bêtises sur ta présentation, mais la première question qu'on va tous se poser, c'est comment on devient porte-parole de la Commission européenne ? Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans le podcast. Merci à toi. Et de t'intéresser à mon histoire, donc je suis très contente. Comment on devient porte-parole ? Écoute, on devient porte-parole de la Commission européenne après avoir en général fait des études européennes. Donc c'est mon cas, j'ai fait des études de sciences politiques, puis j'ai fait un master au Collège d'Europe qui se trouve à Bruges, donc pas très loin d'ici, dans lequel on apprend tout ce qu'on doit savoir si on veut ensuite travailler dans les affaires européennes, dans la politique européenne pour construire l'Union européenne. Et voilà, et moi j'étais toute jeune, j'avais 24 ans quand je suis sortie du master et le hasard a voulu que je devienne attachée de presse dans un groupe politique au Parlement européen. Et donc j'ai appris ce métier un peu sur le tas. J'ai réalisé que j'aimais beaucoup les relations presse, expliquer aux journalistes ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et ensuite, de là, je suis devenue porte-parole de la Commission européenne pendant plusieurs années. Ouais, alors jusque quand ? Alors, je l'ai fait de manière un peu découpée. J'ai été porte-parole adjointe de 2002 à 2005 et puis porte-parole pour de bon de 2009 à
14, on va dire, 15, mais en changeant, en faisant un peu membre de cabinet, porte-parole. Donc, en tout, j'ai passé une grosse dizaine d'années dans les milieux politiques de la Commission européenne, soit pour porter la parole d'un commissaire ou d'une commissaire, soit pour être son conseiller politique. Ok, super. Mais alors, c'est quoi? C'est de la chance, de l'acharnement, de la volonté parce que c'est pas un poste qu'on peut avoir tous les jours. Enfin, pour accéder à ce poste-là, il y a quand même, je suppose, des étapes à franchir. Ça a duré, quoi. Oui, c'est pas faux. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus en général. Alors écoute, c'est quoi? Oui, sans doute un peu de chance. Beaucoup de motivation. Ouais. Donc j'ai commencé attaché de presse de la délégation socialiste française au Parlement européen à l'époque, c'était en 2000. Et donc voilà, ce métier m'a beaucoup plu. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et la vie fait rencontrer des gens. Il s'avère que j'ai rencontré un commissaire européen lors d'une conférence avec qui j'ai discuté. Le contact est bien passé. Et il m'a proposé de rejoindre son équipe de porte-parole, cette fois-ci à la Commission européenne. Ok. Je ne vais pas faire un cours d'institution européenne. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller écouter justement les chroniques que je fais à la RTBF ou le podcast. Là, Donc des chroniques mensuelles, hein, c'est ça? Une fois par mois. Ouais, je fais une fois par mois. Et le podcast aussi, une fois par mois? Non, un peu plus. Hein. Une fois tous les 15 jours. Ok, je super. pense que je passe en mensuel. Et voilà, où je décrypte tout ça donc dans Tendance Première. Et donc voilà, donc ce commissaire m'a proposé de le rejoindre. Et oui, là, bien sûr, ça demande du sens politique, de l'envie, une forme de dévouement, parce que quand on travaille dans ces milieux-là, c'est des milieux politiques, la presse, ça s'arrête jamais. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'attendre à travailler beaucoup, à être disponible tout le temps. Parce que s'il se passe quelque chose, il faut pouvoir réagir immédiatement. On ne peut pas attendre le lendemain matin pour réagir à l'actualité. Ouais, et puis c'est surtout un travail très exposé parce que tu passes à la télévision, on t'entend beaucoup, enfin tu deviens un peu la voix de la Commission européenne en fait, c'est la voix. On porte la parole de cette institution et d'une certaine politique. Donc j'ai travaillé pour la politique commerciale, puis j'ai travaillé pour la politique du développement, donc c'est tout ce qui concerne l'aide au développement vers les pays d'Afrique subsaharienne ou d'Amérique latine, enfin toutes nos relations avec ces pays-là. Et ensuite j'ai été porte-parole des affaires étrangères de l'Union européenne. Okay. Donc oui, ça, en effet, on ne tombe pas là par hasard. Mais une fois que j'ai été formée à ça, que j'aimais ça, que je devais être plutôt bonne à ça, puisque donc on m'a proposé à plusieurs reprises de reprendre ce poste. Voilà, je l'ai fait avec grand plaisir, mais comme je le disais, beaucoup de dévouement, sinon de dévotion. C'est-à-dire que j'y passais vraiment beaucoup de ma vie. Et peut-être une question qui va intéresser pas mal dans le contexte et dans les questions qu'on se pose actuellement, mais en termes de charge de travail, tu sais estimer combien de temps tu passais à ce métier par semaine? C'était beaucoup trop, c'était beaucoup plus que les heures de travail légales, on va dire. C'est compliqué de dire en termes d'heures parce qu'encore une fois, alors ça dépend de quoi on parle. Quand on fait de l'aide au développement, c'est quand même beaucoup moins exposé, c'est beaucoup moins dans les journaux tous les jours. Donc là, je pouvais avoir mes soirées, un peu mes week-ends, même si on travaille toujours un petit peu, mais ça allait. Quand j'étais porte-parole pour les affaires étrangères, tu peux imaginer que le monde n'arrête jamais. Quelque chose se passe sur la planète à tout instant. Donc là, j'étais mobilisable franchement tous les jours en fait. Donc là, c'était très intense. Okay. Mais évidemment, c'est passionnant puisqu'on participe à la marche du monde en fait. On est un des acteurs de ce qui se passe au niveau géopolitique, des relations de l'Union européenne avec le reste du monde. Donc il y a une forme d'adrénaline qui fait si ça nous plaît, on tient parce qu'on se dit qu'on voit l'Europe, on vit l'histoire de très près. Alors à la fin de ce podcast, je ferai la promotion du tien parce que moi j'ai écouté évidemment quelques épisodes, je ne les ai pas tous écoutés, mais je pense que tu vulgarises assez bien ce qu'on peut voir dans la Commission européenne, ou en tout cas même dans l'Europe, qu'est-ce qui se passe dans l'Europe, et sur des formats qui durent une demi-heure, c'est assez clair. En tout cas, moi j'ai compris alors que je ne suis pas de ce monde-là, donc c'est je pense accessible à tout le monde. C'est chouette parce que c'est tout à fait mon objectif de ne pas parler à ce monde-là. Oui, voilà. En tout cas, moi je les ai écoutés avec plaisir. Donc jusque 2021, c'est ton travail. Et puis là, en 2021, se passe, tu mets au monde un enfant. Alors c'est en 2016. 2016, oui, 2016. Et tu arrêtes de travailler en 2021, alors c'est ça? Ok, voilà, en 2016. Et là, ta vie se bouleverse d'un coup. Alors, je vais te laisser maintenant lire un texte que tu as créé, que tu as fait dans un atelier d'écriture, je pense. Okay, parce que tu as participé à des ateliers d'écriture où on apprend là à... En fait, peut-être juste pour faire rapidement le contexte, Gabriel est né, donc il s'appelle Gabriel. Ouais. Il est né en 2016. Il a été extrêmement désiré. C'est un petit garçon qu'on a conçu après 7 ans d'un parcours de FIV, donc de procréation médicale assistée très long, très fatigant.
et qui est né d'un don d'ovocytes. Donc voilà, tout un parcours assez compliqué. Et j'étais porte-parole, j'étais dans ces milieux-là, donc en même temps, comme on l'a dit, la tête bien occupée par ailleurs. Et 1 an après sa naissance, il s'est avéré qu'il était porteur de handicap. Donc, en résumé, j'ai passé les 4 années suivantes un petit peu à être assez paumée, à pas savoir quoi faire, comment faire, parce que je travaillais toujours beaucoup trop et j'arrivais pas à tout faire, mais je ne savais pas comment gérer tout ça. Et puis finalement, je me suis beaucoup impliquée auprès de Gabriel pour l'aider à faire de la rééducation, plein de choses. Et en 2021, j'ai fini par faire un burn-out léger, on va dire, parce que je me suis pas totalement effondrée, mais mon corps a dit stop. Et donc en 2021, j'ai arrêté de travailler. Ok. Et donc, excuse-moi, pour reprendre ta question, c'est une longue digression. J'ai profité de cet arrêt pour faire en fait 2-3 ateliers d'écriture. Pour comprendre un petit peu ce qui m'arrivait, pour trouver du sens à tout ça, pour le poser sur le papier. C'était à la fois thérapeutique et en même temps, j'adore écrire, ça m'aide beaucoup. Et voilà, dans l'un de ces ateliers d'écriture, ça s'appelle Tam Tam Quidam, qui est un atelier ici à Bruxelles, dans lequel chacun vient présenter, un peu comme ton podcast, une part de soi, un moment de vie qu'on a envie de déposer, de partager, et qu'une fois qu'on a écrit ce texte, on l'interprète devant un public. Ok, ben c'est super parce qu'on va l'écouter, ce texte. On va pas trop en dire parce que là, tu en as déjà dit beaucoup, mais il est super bien écrit et ça explique un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta vie. Voilà, donc on t'écoute, Catherine. Il faut que je vous dise, j'aime pas la science-fiction. Vraiment pas. Tous ces trucs avec des effets spéciaux, des histoires de super-héros ou de gens clonés par des savants fous, ça me gonfle. Moi, j'aime le réel, la vraie vie. J'ai pas besoin d'histoires tirées par les cheveux pour avoir des émotions. Et pourtant, depuis 6 ans, je vis dans une super production, un univers parallèle. Spider-Man, c'est mon frère. Gabriel, 6 ans, enfant unique, le mien. Ton frère, bien sûr, et moi... Je suis ta mère. Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça. Toi, en revanche, ce qui est sûr, c'est que t'es un super-héros. Mais c'est plus compliqué aussi. Je m'explique. Scène 1, travelling arrière, j'ai 34 ans. On est jeune, on est beau, on est amoureux. Et si on faisait un enfant? On est à Las Vegas, le royaume du fake et du fric. J'aurais dû me méfier. Août 2015, j'ai 40 ans. Hôpital Brugman, service gynécologique. Bon, écoutez, madame, la nature est capricieuse, hein, vous savez, la PMA, c'est pas une science exacte. Hein. Mais bon, écoutez, vous avez déjà entendu parler du don d'ovocytes. Un papa, une maman, une donneuse, des blouses blanches. Ticket direct pour la 3e dimension. Fabriquer un enfant avec les gamètes d'une autre, qu'on mélangerait avec ceux de mon mari. Non mais dites docteur, je suis pas jalouse, hein, mais quand même. Laisser les spermatozoïdes de mon mec tranquillement se taper les ovocytes d'une autre, faut pas pousser. Attention, hein, je suis moderne, je suis pour le progrès. Je suis pour la PMA, pour tous et pour toutes, et surtout pour nous. Des clients fidèles, 6 ans quand même qu'on y revient. Alors, pas forcément fidèles au magasin. Avant vous, on a testé Cavel, Erasme, et puis on est arrivé jusqu'ici. Et jusqu'ici, on n'a été ni satisfait, ni remboursé. Mais on est des coriaces. Il y en a bien un qui va finir par s'accrocher. On est plutôt sympa comme potentiel parent, non? Bon, on se lance. Sortez les fioles, les banques d'œufs et abracadabra, on y va. Le médecin en frétille d'aise. Il va pouvoir s'en donner à cœur joie et montrer à la nature qui est le plus fort. Ah, le corps résiste. On va le mater, le faire plier pour s'arrondir. 3 mois plus tard, alléluia, les super pouvoirs de la science ont gagné. Je suis enceinte. Un embryon a élu domicile dans mon ventre. Les mois qui suivent sont les plus beaux de ma vie. Moi, la working girl qui tutoyait les sommets de l'Europe, toujours entre 2 avions et 2 ministres, j'avais gagné sur tous les fronts. Une belle carrière, un mari modèle et bientôt un bébé moderne. En vitrine, tout allait bien. Mais je sentais pourtant que les fondations étaient fragiles. Le congé maternité allait être le bienvenu, poser les armes de la guerrière avant de repartir au front. Scène 2, intérieur jour, bureau de neurologue. Le bébé miracle a 8 mois. Zoom sur l'encéphalogramme. Alors, docteur? Quoi? Pas assez tonique? Oh ben, nous, on le trouve bien assez tonique, la nuit. Des séances de kiné pour l'aider. Ok, on va le faire. Ne pas s'inquiéter? Ben non, pourquoi? On devrait? La kiné, première séance.
8 mois déjà et personne n'a rien vu, même pas le pédiatre. Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas madame, moi j'ai l'habitude des IMC. Des quoi? Non, jamais entendu. Son indice de masse corporelle est en jeu? Pourtant mon lait est de bonne qualité, à défaut de mes ovocytes. IMC. Internet, Google. Infirmité motrice cérébrale. Choc. Infirme, moteur, cérébral. Les images défilent d'enfants dégingandés, tordus, boitillants ou carrément tout mous. Désolé, mais ça, c'est pas mon fils. Regardez, il tient sa tête, il sait manger, Octobre 2017, l'IRM est formel. Malformation cérébrale. Hein? On est dans Inception, quelqu'un lui a mis un truc dans le cerveau. Je vous ai dit que j'aimais pas la science-fiction, non? Et on fait quoi, docteur? Il va mourir? Non, il va pas mourir. Mais est-ce qu'il va marcher, parler, savoir compter, lire? Pourra-t-il vivre seul, travailler, avoir des amis? Enfin, une vie, quoi. On ne sait pas. Ils sont tous différents. Et nous, docteurs, notre vie, elle va ressembler à quoi? Parce que moi, des gens avec une IMC ou une paralysie cérébrale, comme vous dites, j'en connais pas. J'en ai jamais vu dans des films, jamais croisé dans des livres. Ils sont où? Bienvenue sur la planète paralysie cérébrale, un espace-temps en soi avec ses gentils et ses méchants, ses moments de suspense, de stress, beaucoup, de rebondissements, de petites et grandes joies, souvent. Dans le rôle des super-héros, Gabriel et ses copains, tous ces enfants dont la commande principale déconne. Un peu, beaucoup, passionnément, ça dépend, ils sont tous différents. Dans les rôles secondaires, les parents, les familles, les membres d'un club auquel on n'a pas postulé, ou un club très ouvert, toutes classes sociales confondues, toutes origines acceptées. Des parents qui font comme ils peuvent pour trouver leur chemin sur cette planète labyrinthe où l'on va de rendez-vous médicaux en papier à remplir, d'écoles à dégoter en équipement à manier. Et puis en coulisses, les docteurs, les kinés, les ergothérapeutes, les logopèdes, les éducateurs qui s'activent. Tous ces petits corps distordus, désobéissants, différents, on va les redresser, les entraîner comme des sportifs de haut niveau. Si l'autoroute du cerveau est bouchée, on va trouver des chemins de traverse pour amener la bonne information par la départementale. Alors on y est allé. J'ai plongé dans le monde du handicap, à reculons, en traînant des pieds, mais en mijotant corps et âme. J'ai rejoint ce monde parallèle, en voyant balader carrière et responsabilité. Je suis devenue sa mère, sa coach, sa thérapeute, sa défricheuse de thérapie, son agence de tourisme médical. Tel Iron Man, j'ai rassemblé tous les Avengers de la Terre pour le motiver durant des heures de rééducation en tout genre. On est allé à Namur, en Bretagne, en Espagne et même au pays des Marvel. Là-bas, Dr Captain America a opéré mon fils. Avec son sabre laser, il l'a libéré du poison qui empêchait ses jambes de marcher. J'ai espéré un miracle, un dénouement hollywoodien. Ma vie ne pouvait pas être ça. Sa vie ne pouvait pas être ça. Moi, la païenne, pas baptisée, pas croyante, j'ai prié l'univers et les dieux du cosmos, de la magie noire pour que je me réveille et que tout ceci ne soit qu'un mauvais rêve. Le miracle avec un grand M n'a pas eu lieu, mais des petits miracles pleins. Aujourd'hui, dans la vraie vie, Gabriel marche à sa façon, parle à sa façon, rit beaucoup, danse tout le temps, est en colère beaucoup et joue tout le temps. Mon fils. Mon fils, c'est un cador, un funambule, un matador. Il te défie, toi et ta cape, ton banderie de préjugés. Quand tu le regardes, c'est face à face, t'es obligé. Au ras du sol, lui, il virevolte et il s'envole. En un olé, t'es à quatre pattes, il t'a piégé. Ouais, il t'a mis à sa hauteur, t'as rien compris, c'est lui l'acteur. Vous faites la course à genoux et je reste bouche bée. Voir que ce petit bout de mec, mal fini, tout tordu, d'un coup d'un seul, transforme les autres en fourmis, en tortues. Ah, je sais pas marcher, je sais pas me tenir sur mes deux jambes. Tu fais le malin, tu fais le grand, mais toi aussi, tu vas finir tout maladroit, les genoux qui tremblent. C'est ça ma force, mon arme cachée. En un regard, en un éclair, je vous embobine. Sourire malin, regard en coin, tu te ratatines. Et je triomphe, tu ne me vois plus comme un problème, comme un handi, comme un moins bien, comme un malaise. Allez, respire, quitte cette grimace, mets-toi à l'aise. Viens dans ma chambre, mon univers, on fera du foot, des petites voitures et un bras de fer. Mon fils, c'est un warrior, champion du monde, conquistador. Travailler dur, tout réapprendre, viser la lune, rien ne l'arrête. De cette argile, il fera de l'or. Un pas, deux pas, un mot, une phrase. Merci Xavier, merci Céline, merci Isa, vous les kinés, vous les ergots, ces entraîneurs, vous qui poussez, jour après jour, le petit vainqueur à se dépasser, à déployer ses ailes d'azur, pour faire mentir tous les oiseaux de mauvais augure.
Mon fils, c'est un soleil, un vif argent, une étincelle, une peau de joie, un artifice, un ciel d'orage. Ses yeux turquoise, c'est de la foudre en arc-en-ciel. Un coup rieur, un coup colère, un coup rageur. Ils font de la vie un grand dessin, un coloriage. À ses côtés, tu ris, parfois tu pleures. Tu danses, tu joues, souvent tu rêves. Et tu te bats pour lui offrir tous les bonheurs, tous les possibles, tous les futurs, tous les ailleurs. Mon fils, c'est un chaman, un grand seigneur, une vieille âme. Il a tout vu, a tout compris, il te dépasse. Il a la grâce, la dignité, il a la rage. La gravité, la profondeur, il n'a pas d'âge. Face à lui, toi tu es humble et ignorant. C'est toi l'enfant, toi le disciple, le différent. Tes certitudes, il les balaie, à la poubelle. D'un coup de main, d'un coup du sort, de manivelle, c'est lui qui tourne comme il l'entend la roue de fortune. Viser au cœur, viser dans le dur, viser la lune. Merci Catherine pour ce texte et cette chanson aussi que tu as un peu composée en manière un peu slam avec toute cette intensité qui va avec. Le texte que tu nous as lu juste avant le slam, il mêle tendresse, lucidité, colère, humour et puis une foi immense dans la vie. C'est un texte bouleversant, en tout cas qui m'a bouleversé la première fois où je l'ai entendu au mois de mai et qui à nouveau me refait un peu cet effet. J'ai pensé à quelques questions pour rebondir sur ce texte et puis voir ce que toi tu en penses avec ta vie d'avant et puis ta vie d'après. Quand tu repenses à la femme d'avant, celle des couloirs, du pouvoir, est-ce que tu la reconnais encore après tout cet épisode et surtout depuis 2016? Est-ce que là tu la reconnais encore, cette femme de pouvoir? C'est une question intéressante. Je la vois, mais elle me paraît très loin. Lorsque j'ai arrêté de travailler, lorsque j'ai quitté ces milieux, j'ai vraiment eu l'impression de même pas ouvrir un nouveau chapitre de ma vie, de vraiment ouvrir un nouveau livre. C'était assez troublant, c'était assez vertigineux parce que je me suis vraiment dit, mais à quoi ça a servi tout ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait tout ça pour tout à coup tout laisser tomber, ne pas construire là-dessus, comme on pense qu'on va le faire dans une carrière professionnelle? Et en même temps, j'ai arrêté, pas seulement pour Gabriel. Je trouve que c'est très important pour moi de le dire, parce que je savais que Gabriel était, en tout cas la situation, était finalement un révélateur d'un ras-le-bol, d'une grosse fatigue, d'une version de moi qui partait toute allure dans un mur en fait, parce que j'étais fatiguée, j'en avais marre, mais j'étais lancée sur une autoroute dont je ne savais pas comment en sortir en fait. C'est vraiment l'image de la roue du hamster dont on ne sait pas comment sauter. Est-ce que tu penses qu'il t'a réappris à vivre un peu plus lentement? Est-ce que ça t'a aidé à vivre autrement, Tu parles de la roue du hamster là, mais c'est ça, tu étais dans ce truc et puis voilà, tout d'un coup, là, ta vie change. Oui, la vie change radicalement. Donc voilà, c'était une première version de moi qui est arrivée là jusqu'à une quarantaine d'années. Comme beaucoup d'entre nous, en fait, on se construit de plusieurs strates pour plein de, qu'on met ensemble en se bâtissant sur plusieurs facteurs, que ce soit social, familial, ce qu'on attend de nous, les parents, la société, peut-être nous-mêmes. Et puis tout à coup, vers 40 ans, souvent, 45 ans, on réalise qu'il y a peut-être des choses qui nous appartiennent pas vraiment ou dont on n'a plus envie. Et c'est compliqué de s'en débarrasser, en fait, parce qu'on s'est construit comme ça. Et voilà, l'histoire de la situation avec Gabriel a fait que ce tuteur mon tuteur en termes jardiniers, a pu finalement sauter. Alors c'est très violent, ça se fait pas de manière soft ou progressive. En tout cas, chez moi, ça ne s'est pas fait de manière graduelle. Ça a sauté d'un coup et j'ai complètement tout arrêté. Mais pour le mieux en fait. Donc quelque part, j'étais très contente d'arrêter parce que je sentais bien que ça ne correspondait pas, que ça n'allait pas continuer comme ça et qu'il fallait prendre ce temps de stop en fait pour me regarder en face et me dire mais en fait qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux faire vraiment, c'est quoi mes envies, est-ce que c'est de continuer cette vie folle, passionnante mais folle qui finalement ne me nourrit pas tant que ça. Donc oui, la situation m'a appris à ralentir beaucoup. Et puis le burn-out, quand il est là, il vous laisse pas vraiment le choix en fait. On est de toute façon très vite fatigué, très vite épuisé.
on sent vite que ça sert à rien de lutter en fait. Donc ça c'était assez intense de ne pas lutter contre soi et de laisser un petit peu faire confiance quoi. Ok. Et le titre de ce texte, Viser la Lune, tu l'as dit juste avant, mais comment tu l'as trouvé ce titre? Pourquoi? Est-ce que c'est Viser la Lune pour lui? Je suppose que c'est lui. En fait, c'est la fin du slam qui m'a amené en écrivant ce slam, c'est arrivé à la fin où viser plus haut, viser plus fort, enfin, et c'est viser la lune. À la fois, je pense que, alors de manière un peu superficielle, j'ai la chanson de Amel Ben qui est une chanson Ouais. très On la connaît générationnelle tous, celle-là, et ouais. qui pour moi était assez importante. Mais bon, finalement, j'avais peut-être pas réfléchi au sens philosophique des paroles. Mais voilà, ça m'est venu assez spontanément parce que oui, comme je le dis dans le texte et comme je le vois toujours d'ailleurs, on veut viser la lune, on veut viser très haut, on veut tenter de. Je dis on parce qu'on est deux, je suis pas toute seule à soutenir ce petit garçon. Il a un papa, il a une famille et ouais, et je pense qu'on vise la lune et que moi, on m'a plusieurs fois dit il y aura pas de miracle, mais j'ai besoin d'y croire, donc je crois toujours à ça quoi. Ok. Merci Catherine, c'est toujours très inspirant ce que tu racontes et puis ton témoignage, c'est comme je le disais au début, c'est la vie que parfois on n'a pas et donc quand on se rend compte de la réalité au travers de tes paroles, ça prend tout de suite une autre tournure. Alors je vais te passer un extrait d'une chanson que j'ai choisie pour toi aujourd'hui. C'est une chanson que moi je connais depuis assez longtemps, qui m'a toujours un peu traversé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle était faite pour ce moment un peu particulier où j'allais te le partager. Alors c'est une chanson qui est assez triste, mais en tout cas, quand je t'ai rencontré et quand j'ai repensé à cette chanson, ça allait de soi. Je ne peux pas faire autrement que te la passer aujourd'hui. Et on va l'écouter, puis Tu veux dire que je vais t'en vouloir, c'est ça? Peut-être. Alors, je ne sais pas si tu la connais, c'est pas la chanson la plus connue. Mais en tout cas, moi, ça fait, je dirais, 20 ans que je l'écoute alors de temps en temps. Peut-être pour ce moment précis. Voilà, je vais te la passer. Ce que l'on met au monde ne nous appartiennent pas. C'est ce que l'on nous montre et c'est ce que l'on croit. Ils ont une vie à vivre, on ne peut pas dessiner les chemins qu'ils vont suivre, ils devront décider. C'est une belle histoire que cette indépendance. Une fois passé les bois et la petite enfance, qu'il ne faille rien nouer, qu'on ne puisse pas défaire, que des nœuds pas serrés, des boucles, si l'on préfère. Ce que l'on aide à naître ne nous appartiennent pas. Ils sont ce qu'ils veulent être, qu'on en soit fier ou pas. C'est ce que l'on nous dit, c'est ce qui est écrit. La bonne philosophie, la grande psychologie. Et voilà que tu nais et que t'es pas normal. T'es dodu, t'es parfait, le problème est mental. Et voilà que c'est pas vrai que tu vas faire ton chemin, car t'arrêteras jamais de n'être qu'un gamin. Tu fais tes premiers pas, on se laisse émouvoir, mais les pas que tu feras ne te mèneront nulle part. Qui es-tu si t'es pas un adulte en devenir? Si c'est ma jupe à moi, pour toujours qui t'attire. C'est parce qu'on m'avait dit j'étais pas préparée. T'es à moi pour la vie, le bon Dieu s'est trompé. Il y a le diable qui rit dans sa barbe de feu, et puis qui me punit de l'avoir prié un peu. Pour que tu m'appartiennes à la vie, à la mort, il t'a changé en teigne, il t'a jeté un sort. T'es mon enfant d'amour, t'es mon enfant spécial, un enfant pour toujours, cadeau des étoiles. Un enfant à jamais, un enfant anormal. C'est ce que j'espérais alors. Pourquoi j'ai mal? J'aurais pas réussi à me détacher de toi. Le destin est gentil, tu ne t'en iras pas. T'auras pas 18 ans de la même façon que ceux que le temps rend plus hommes que garçons.
t'auras besoin de moi, mon éternel enfant, qui ne t'en ira pas vivre en appartement. Ta jeunesse me suivra jusque dans ma vieillesse. Le docteur a dit ça, c'était comme une promesse. Moi qui avais tellement peur de te voir à m'échapper, voilà que ton petit cœur me jure fidélité. Toute ma vie durant, je conserverai mes droits, mes tâches de maman, et tu m'appartiendras. Ceux que l'on met au monde ne nous appartiennent pas. C'est ce que l'on nous montre et c'est ce que l'on croit. C'est une belle histoire que cette histoire-là. Mais voilà que surprise, mon enfant m'appartient. Tu te fous de ce que disent les auteurs des bouquins. T'arrives et tu m'adores et tu me fais confiance. De tout ton petit corps, de toute ta différence, je serai pas là de passage comme les autres parents qui font dans un mariage le deuil de leur enfant. J'aurai le privilège de te border chaque soir et certains jours de neige de te mettre ton foulard. À l'âge ou d'autres noms que cette visite rare qui vient et qui repart par soir de réveillon, tu seras le bâton de ma vieillesse précoce, en même temps que le boulet qui drainera mes forces. Tu ne connais que moi et ton ami Pierrot, que je te décris tout bas quand tu vas faire dodo. Et tu prends pour acquis que je serai toujours là pour t'apprendre cette vie que tu n'apprendras pas. Car ta vie s'est figée, mais la mienne passera. Je me surprends à souhaiter que tu te trépasses avant moi. On peut pas t'admirer autant que je t'admire, moi qui ai la fierté de te voir m'appartenir. Je voudrais pas qu'on t'insulte et qu'on s'adresse à toi comme à un pauvre adulte, parce qu'on te connaîtrait pas. Si le diable s'arrange pour que tu me survives, que Dieu me change en ange, que je puisse te suivre. Ceux que l'on met au monde ne nous appartiennent pas, à moins de mettre au monde un enfant comme toi. C'est une belle histoire que celle qui est la nôtre. Pourtant, je donnerais ma vie pour que tu sois comme les autres. Voilà, ouais, c'est costaud, c'est un vertige, hein, cette chanson. Ça parle tellement d'émotions et des choses qui sont un peu tabous parfois. Et voilà, je trouve qu'en 4 minutes, ça exprime pas mal de choses. C'est un texte qui dit tout de la maternité, de ce qu'on croit qu'elle sera, de ce qu'elle devient quand le destin décide autrement. Elle parle d'attachement, d'abandon, de révolte et de grâce aussi. Je vais reprendre quelques phrases de cette chanson, tu vas me dire ce que tu en penses, si toi tu l'as vécu dans ta réalité. Alors déjà le titre, hein. Ceux que l'on met au monde ne nous appartiennent pas, à moins de mettre au monde un enfant comme toi. Est-ce que ça te parle? Bah oui, tout ça me parle énormément. C'est bon. D'abord, la chanson est extrêmement forte. Je la connaissais pas du tout. J'avoue que chapeau. Alors c'est Linda Ouais, Lemay, je ne sais pas si tu connais l'artiste, Linda Lemay, Ouais, la canadienne, d'accord, je vois, ouais, tout à québécoise. fait. Non, ça pourrait être vraiment la chanson de nombreux parents que je connais désormais, que je fréquente désormais. Oui, le titre me parle beaucoup parce qu'en plus, moi, je viens d'une famille où c'était très clanique, très famille, avec des parents qui n'avaient pas très envie de nous voir partir. Et donc, la question de l'autonomie, de l'indépendance, a été un grand sujet dans ma vie.
de comment devenir un adulte sans trahir finalement. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'en fait, on ne mettait pas des enfants au monde pour qu'ils restent avec soi. Mais je le savais très fort depuis toujours finalement, parce que moi j'ai vraiment eu envie de prendre mon indépendance. Et donc quand j'ai eu ce désir d'enfant, quand avec mon mari on voulait un enfant, mon compagnon à l'époque, c'était vraiment dans ma tête pour élever une personne à devenir un adulte, un citoyen. Et c'est vrai j'ai jamais envisagé, jamais, le handicap, la dépendance. Ça n'existait pas dans le monde dans lequel j'étais auparavant. Je n'en connaissais pas, en fait, vraiment. Ou je voulais pas les voir. C'est pas impossible aussi. Et donc, quand on a su pour la malformation cérébrale, et à l'époque, vraiment, c'est un truc assez rare, et on nous a dit, on sait pas s'il marchera, on sait pas s'il parlera. Enfin, ça a été vraiment un diagnostic extrêmement violent où on se prend un mur, quoi. Assez rapidement, c'est vrai que je me suis dit ça. Je me suis dit, waouh, c'est quand même assez ironique, quoi. C'est-à-dire que moi qui, justement, m'étais promis que j'élèverais un enfant pour le laisser grandir, le laisser devenir adulte et faire sa vie, quitte à ce qu'il parte loin, je me retrouvais avec un enfant, comme dit la chanson, qui sans doute serait, en tout cas, toute ma vie. Ouais, il y a plein de phrases assez fortes dans cette chanson, mais une qui dit, j'aurai le privilège de te border chaque soir, et ça veut un peu tout dire, cette phrase. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on ne s'en rend pas compte, mais quand on a un enfant qui n'a pas de handicap, et on arrête de le border à un moment parce qu'il veut plus. Et puis là, on va continuer un peu plus longtemps. Alors, heureusement, la chance que j'ai, c'est que Gabriel n'est pas aussi gravement atteint que l'enfant décrit dans la chanson. C'est-à-dire que lui, il grandit, il comprend le monde autour de lui, il parle, donc il ne restera pas un enfant toute sa vie. En revanche, jusqu'à quel degré de maturité, de développement intellectuel, je ne sais pas quel mot employer, mais voilà, de conscience du monde, il va aller, je ne sais pas. Donc c'est un petit garçon avec lequel on peut avoir des discussions, qui se pose des questions, même un peu philosophiques. Enfin, donc on n'est pas dans une situation où voilà, il ne deviendra pas un adulte comme décrit dans la chanson, il va devenir un adulte. La similarité en revanche, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure il sera capable d'avoir un appartement. De vivre seul, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas. Donc ça, c'est une question que j'avoue, pour l'instant, moi qui avais bien tout pensé, planifié, je refuse de me poser, mais je refuse pas de manière, taboue, c'est vraiment, je n'y pense pas, je ne veux pas y penser. Parce que cette situation, ça m'a appris à vivre au jour le jour. C'est dur pour toi de ne pas savoir planifier, toi qui l'as toujours fait jusque-là? Planifier, c'est un grand mot. J'ai aucune idée. J'ai jamais su où je voulais être dans 5 ans. Enfin, j'ai pas eu tout ce genre de personne qui fait des plans à savoir ce que je veux être pour ma retraite. J'en sais rien. Et j'ai jamais pensé ma vie comme des étapes très claires. Non, j'ai vraiment laissé faire les rencontres, la chance, des envies, forcer un peu des portes quand j'en avais envie. Donc ça, c'est pas trop aller contre mon caractère, mais en revanche, c'est compliqué de se dire que voilà, il ne fera pas des études comme tout le monde, on va pas passer par les mêmes étapes que les autres, et qu'on ne sait pas dans quelle mesure un jour il fera sa vie à lui, quoi. Et qu'est-ce que sera sa vie? Ça, c'est très difficile. Ouais. La dernière phrase de la chanson, sans doute la plus profonde de la chanson, disait: pourtant je donnerai ma vie pour que tu sois comme les autres. Ouais. Est-ce que tu pourrais donner ta vie pour qu'il soit comme les autres? Ouais. Est-ce que tu y penses encore? Est-ce que le temps n'adoucit pas un peu cette pensée? Est-ce que tu y penses tous les jours? Non, j'y pense pas du tout tous les jours, parce que voilà, moi j'arrive à me protéger en je sais pas, d'ailleurs, je sais pas si c'est vraiment inconscient, hein. Comme je te dis, moi je crois à l'action, je crois au miracle, donc je suis plutôt en train de toujours essayer de trouver la prochaine thérapie, le prochain truc qui va l'aider à progresser. Et donc je mets plutôt mes forces là-dedans que sur des choses tristes ou c'est une façon de se mettre un peu à distance de tout ça. Et puis l'autre fois, tu me racontes aussi, quand tu dis mettre toutes tes forces là-dedans, tu me l'as un peu dit la fois passée, on s'est rencontrés une fois avant ce podcast.
tu as quand même mis pas mal d'énergie à consulter des médecins un peu partout dans le monde. Et puis Gabriel, aujourd'hui, à 9 ans, il marche. Ça fait 1 an, C'est 2 ça. ans qu'il marche, c'est ça? Bah non, ça fait maintenant, il a 9 ans, il s'est mis à marcher. Donc on a fait cette grosse opération aux États-Unis dont je parle dans Oui, le texte oui. avec le Captain America, le docteur. Ouais. Il avait 5 ans et donc il marche depuis qu'il a 6 ans, on Donc va ça dire. fait 3 ans qu'il Donc, est ça fait 3 maintenant ans sur qu'il ses marche. pattes. Alors Ok. il marche, il marche à sa manière, comme je le dis. Euh, donc oui, je sais plus la phrase que tu disais tout à l'heure, mais j'essaye de pas penser à ça trop. En revanche, voilà, la chanson, ça m'a fait penser à ce titre, je crois, d'un bouquin qu'a écrit un acteur qui a une petite fille autiste, enfin qui a atteint du syndrome de l'autisme, et qui disait c'est un bonheur que je ne souhaite à personne. Et je pense que c'est exactement ça parce que d'abord ça a été très dur pendant plusieurs mois. Je me suis dit mais en fait comment je vais faire? Chaque fois que je vais penser à mon fils, ça va être de l'angoisse. Et ça c'est extrêmement violent. Quand on pense à son enfant quand il a 1 an, normalement c'est de la joie, c'est de la légèreté, c'est du bonheur quoi. Enfin il y a des petits soucis hein, mais c'est rien de grave quoi. Et là, vraiment, je me suis dit, mais toute ma vie, je vais avoir cette angoisse au ventre en pensant à mon enfant. C'est horrible. Vraiment, c'était extrêmement dur de me dire ça. Et oui, là où le temps fait son œuvre, c'est que ça n'est plus le cas. Je ne pense plus à lui avec de l'angoisse. Désormais, je pense à lui comme un petit garçon avec qui je me marre, je m'engueule. Voilà, c'est la vie un petit peu comme tout le monde de ce côté-là. Ce qui est très dur, en fait, là où ça revient, c'est quand on est hors de notre bulle à 3 et qu'on est à nouveau dans le monde extérieur, donc dans la vie de tous les jours. Oui, la différence, évidemment, nous saute au visage, mais à cause des autres, en fait, de la société qui est Pourquoi pas le vraiment regard des adaptée à autres, ça. parfois, c'est ça? Non, je dois avouer qu'on n'a pas trop souffert du regard des autres. Est-ce que c'est bien accepté dans la société? Non. Parce que tu as l'impression c'est- parfois que quand tu rentres quelque part dans un restaurant, etc., on te regarde un peu plus que les autres. Ou en tout cas lui. Est-ce que ça, avec le temps, ça a un peu disparu avec les décennies? Ouais, Est-ce que c'est mieux accepté? Est-ce que c'est... je sais pas, j'ai envie de dire que j'ai peut-être la chance d'être dans un univers, un milieu assez ouvert. Donc du coup, j'ai pas voulu voir. Mais je crois aussi beaucoup à ce qu'on projette. C'est-à-dire que Gabriel, moi, je l'ai toujours traité comme un enfant ordinaire. Je l'ai jamais caché. Donc on sort dans la rue. À l'époque, il avait un petit vélo spécialisé qui prend un peu de place, mais qui était assez mignon. Maintenant, il a son fauteuil. Il marche en boitillant. Mais d'abord, je n'en ai pas honte. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et vraiment, c'est pas du tout un jugement parce que c'est quelque chose qui pourrait être là, mais j'ai la chance qu'il soit pas là parce que je suis plutôt quelqu'un un peu en colère, c'est un grand mot, mais en tout cas revendicative, un peu militante. Donc je mets un point d'honneur à le traiter comme tous les enfants et surtout à ne pas le cacher. Et donc quand on arrive dans un restaurant ou que ce soit, c'est fait avec beaucoup d'affirmation en fait, d'aplomb. On est là, on est là et on est là, comme comme tout le monde, exactement. Et j'espère que lui le ressent et que donc du coup lui se présente au monde de façon complètement normale. Pour l'instant, je ne l'ai jamais vu se cacher ou se sentir mal à l'aise quelque part. C'est plutôt un petit garçon qui est assez à l'aise avec lui-même, avec nous. Et donc je pense que ça joue en fait, c'est-à-dire que lui-même ne projette pas, ne dégage pas quelque chose de gêné, de pas bien, d'un peu complexé. Et donc pour l'instant, je trouve que les regards que j'ai pu avoir sur moi sur nous, sur lui, et puis il était petit, étaient plutôt des regards touchés de gens jusque-là relativement plutôt gentils, bienveillants. J'ai pas eu affaire à des choses désagréables où j'aurais pu remettre quelqu'un à sa place. Enfin, Ok, voilà. je suis assez content de l'entendre parce que ça n'a pas toujours été le cas et je pense qu'avec les siècles, les décennies, l'ouverture d'esprit, c'est un peu plus simple, même si ça ne l'est jamais, mais en tout cas, je pense que c'est un peu plus simple qu'avant. Ouais, alors après, je pense que j'ai aussi envie de voir les choses comme ça. Mais vraiment, c'est pas une généralité. Je pense quand même que, de manière beaucoup plus générale et globale, le handicap fait quand même peur, reste quand même méconnu. Voilà, vraiment, moi, c'était la réflexion, le choc en fait que j'ai eu au moment où on a su qu'on avait un petit garçon qui allait avoir à faire face à ça. C'est vraiment de me dire, mais c'est hallucinant, j'en ai jamais vu, j'en vois pas dans les restaurants, dans les supermarchés, dans les trains. Je vois pas de personnes handicapées et c'est pas normal parce que ça m'a manqué en fait d'avoir des représentations, des modèles. Donc quand même, la société, est-ce qu'elle est ouverte? Je suis pas si sûre. En tout cas, elle est pas adaptée, ça c'est sûr. Elle fait pas grand-chose pour s'adapter. Donc voilà.
Ouais. Et tu viens de parler de la peur, et puis là je te donne mon témoignage à moi, hein, donc je travaille dans une école spécialisée, donc la peur, en fait, la peur c'est un sentiment qui n'existe pas, la peur c'est l'inconnu, et quand on sait, en fait on n'a plus peur, c'est toujours la même Bien chose. sûr. Et donc pour te donner un peu mon exemple, j'ai commencé à travailler dans le monde du handicap vers 2013, et au début j'avais peur, enfin, je comprenais pas où j'étais, et donc c'était des réflexes qui étaient mauvais, voilà, et j'ai découvert, et puis au fur et à mesure on n'a pas peur, on n'a plus peur. Et les années avancent, et puis on apprend, et puis on sait que c'est... Et voilà, et après 12 ans, je me retrouve là où en fait, j'ai plus peur du handicap. Enfin, Ouais. en tout cas, c'est quelque chose, je pense, qui s'apprend et qu'on n'apprend pas assez dès la petite enfance. D'où le fait que l'intégration soit vraiment, je pense, la chose la plus importante maintenant à mettre en avant dans les écoles, et l'inclusion. Mais malheureusement, on en est loin. Et on en On est en est loin. loin. Ouais. Mais c'est déjà mieux qu'avant. C'est un peu Mais mieux on en- qu'avant. Mais c'est vrai que quand au fur et à mesure qu'il grandissait, moi, j'ai vraiment trouvé que alors, je suis quelqu'un, comme on l'a dit, plutôt dans la communication, dans des choses un peu de relationnel, etc., de représentation, de mots. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir à quel point ces enfants et ces adultes, encore une fois, sont nulle part. Et quand on grandit, qu'on soit femme, homme, européen, africain, où qu'on soit, on a besoin d'être représenté, de pouvoir Mhm. se voir dans des livres, dans des films, dans des chansons, enfin voilà, savoir que quelqu'un a un jour écrit quelque chose qui va nous toucher parce que on se reconnaît, quoi. Et ça aide à grandir, et ça aide à se construire. Et dans les livres pour enfants, dans les choses comme ça, il y en a pas. Et donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire soit une forme d'ignorance, soit on s'en fout, soit on n'en a pas envie parce que c'est pas sexy, c'est pas glamour, c'est pas attirant, soit on a peur. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mhm. Et je trouvais que pour ces enfants, c'est dur de se construire dans ces cas-là parce que ils se reconnaissent pas en fait dans ce qu'ils lisent. Et donc un de mes chevaux de bataille, ça a été d'essayer de voir est-ce que on pourrait pas faire des livres pour enfants avec un enfant qui est dans un fauteuil, un enfant qui boite, un enfant qui parle pas, sans que ce soit le sujet du livre. Ils soient Ouais. juste là, dans l'entourage, parce qu'ils sont là, dans la société. Voilà, ça c'était une des réflexions. Donc oui, alors c'est vrai que dernièrement, il y a quand même des vrais progrès. Il y a des films. En France, il y a eu ce fameux film, un petit truc en plus, qui a fait des millions d'entrées. Donc ça c'est super, parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment la clé pour qu'une société les regarde autrement, quoi. Et le regard est super important. Par l'éducation, hein, on le répétera jamais assez, Ouais. mais c'est par là qu'on apprend aussi certaines choses. Alors, et moi, pour le vivre un peu au quotidien, je pense que, comme toi, on est loin du compte. On est vraiment très très loin. Mais c'est quand même petit pas par petit pas qu'on y arrive. Et puis, que ce soit via des médias, via des bandes dessinées, etc., il y en a quand même un peu Non, il y en a de plus plus en un peu plus. Ouais. Voilà. Mais aussi peut-être parce que je les vois, là où avant, Ouais. je les aurais pas vus. Oui, aussi. Catherine, j'ai préparé une petite série de questions. Alors, le jeu est très connu. C'est le oui ou non. Et donc, en fait, je te pose la question. Donc c'est pas le ni oui ni non. Ah non, là, tu peux dire oui ou non. Là, c'est bon. Donc, c'est oui ou non. Et je te laisse développer la réponse si tu veux la développer. Mais si tu veux pas la développer, tu t'en tiens simplement au oui ou non. Alors, la première, c'est est-ce que tu crois au destin? Ah là là. Est-ce que je crois au destin? Oui et non. C'est Ah, on peut compliqué, pas. hein, on peut pas. Tu dois choisir. Oui alors, dans ce cas-là. Sinon ce serait non. Ok. Ouais, j'y crois. Comment dire, je ne pense pas qu'on soit que quelqu'un ait quelque part écrit notre histoire depuis le début. Mhm. Je crois. C'est compliqué comme question. J'ai cherché beaucoup après avoir arrêté de travailler. J'ai vraiment beaucoup cherché le sens de tout ça. Pourquoi ça nous arrivait à nous? Pourquoi ça lui arrivait à lui? Pourquoi ça m'arrivait à moi? Enfin, j'ai vraiment un énorme besoin, un énorme sentiment d'injustice et besoin de sortir de ça et de comprendre pour accepter. Et je me suis dit, voilà, en effet, c'est comme ça, c'est mon destin. Donc je crois au fait qu'on fait des choix et qu'en fonction des choix qu'on fait, alors on peut quand même, heureusement, influer sur ce destin et influer sur l'humeur ou la couleur qu'on lui donne, quoi. Ouais, d'accord. Donc un peu plus non alors, hein, quand même, si je comprends ta réponse, c'est oui, mais on peut influencer quand Voilà, même ce qui va arriver. exactement. Ok. Est-ce que la colère t'a aidé à avancer dans la vie? Oui. Alors tu disais, t'es militante, hein, donc Ouais. déjà t'as La répondu à colère la m'a question. aidé à mais- avancer dans la vie. Après, j'ai découvert encore une fois, vers la quarantaine, 45 ans, avec cette épreuve, qu'elle cache souvent beaucoup de tristesse, en fait. Alors ça, c'est une grande thèse psychologique, je ne l'ai pas inventé. Que derrière la colère, il y a souvent une tristesse d'autre chose. Donc il y a une forme de colère que je trouve importante parce qu'elle fait tenir debout, elle donne de l'énergie. Mais il faut faire attention à ne pas se complaire dedans parce que ça peut être aussi rapidement
extrêmement fatigant et puis surtout mené à une rage qui est pas positive, en tout cas moi je voulais pas construire sur de la colère. Je voulais vraiment que cette épreuve soit vécue de façon le plus constructive possible, de pas se poser en victime, de pas se voir comme maudite, parce qu'à un moment je me suis vraiment dit mais la vie, qu'est-ce que je lui ai fait quoi. Enfin, pourquoi j'ai mérité tout ça, l'infertilité, le handicap, le burn-out, enfin qu'est-ce qui se passe quoi. Et je me disais mais je veux pas vivre dans cette humeur là. En fait c'est ça. Voilà, donc j'ai tout fait pour transformer ça en quelque chose de joli. Alors je dirais jamais que le handicap c'est joli. Moi je reste quand même assez sombre là-dessus. Non, c'est pas un bonheur. Non, c'est pas un cadeau. Non. Je pense que là-dessus, franchement, c'est un peu dégueulasse de dire ça aux parents qui passent par là, parce que personne n'a envie d'être confronté à ça, ni de se dire que son enfant sera toute sa vie en souffrance quand même, parce que c'est des gens qui ont mal dans leur corps. Enfin voilà, c'est compliqué. En revanche, une fois que c'est là, eh ben on peut vivre plein de moments extrêmement joyeux, extrêmement jolis, peut-être même plus intenses que dans d'autres situations où on n'a pas d'épreuve, je sais pas, j'ai envie de m'aider avec ça. Mais en tout cas, c'est à chacun d'en faire ce qu'il peut. Et moi, j'ai vraiment voulu aller vers quelque chose qui resterait joyeux. Je voulais pas élever mon fils dans la douleur. Je voulais pas qu'il pense qu'il était une source de juste d'angoisse, et parce que c'est pas vrai et parce que c'est pas juste. Ok. Donc le jeu c'est oui ou non, tu développes, mais j'ai 16 questions. Hein, donc. Ok, je vais arrêter. Mais non, mais c'est toujours super intéressant, mais j'en ai 16. Donc je vais en passer quelques-unes, hein, ça va. Est-ce qu'il t'arrive de t'en vouloir à toi d'être fatigué? Non. Crois-tu que certaines blessures ne se referment jamais? Oui. Est-ce que tu as encore des rêves pour toi? Oui. Est-ce que tu t'autorises parfois à pleurer devant ton fils? Non, pas trop. En revanche, je m'autorise à lui dire que que parfois ça va pas, parfois je suis triste, mais je fais quand même très attention à ne pas lui donner. Je veux pas qu'il porte mes angoisses. Je trouve ça très compliqué en fait d'arriver à faire en sorte que ses enfants, comme dit la chanson, il sera une personne. Et j'aimerais autant que possible que mes angoisses sont pas les siennes, et donc c'est pas son rôle de les porter, même si on sait tous que c'est très compliqué, que les enfants sentent tout. Donc non. Par contre, oui, je peux lui dire là je suis fatiguée, là je suis un peu triste, mais en expliquant que c'est pas à cause de lui, que c'est des choses de la vie. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu, ou est-ce qu'il t'a sauvé d'une autre vie? Waouh, ça c'est une très belle question. C'est compliqué. Comment dire? Je peux pas m'empêcher de me dire que c'était pas son rôle en fait de me faire arrêter, même si j'en avais marre, que j'ai pas eu ce courage-là. Je sais pas si je l'aurais eu, pour être honnête. Donc quelque part oui. Mais voilà, donc je vais essayer de lui rendre en tout cas que ce soit juste et équitable. Est-ce que tu as su, ou est-ce que tu peux pardonner à la vie quand elle te fait des coups dans le dos? Pas vraiment. Je me suis toujours dit, j'ai lu un livre il y a un an ou deux qui s'appelle je sais plus comment il s'appelle, de Adèle Van Rett, pour retrouver, qui raconte le deuil de son papa, tout l'accompagnement du deuil de son père pendant qu'elle est enceinte, et qui dit à la fin que finalement elle sera jamais consolée de ça, et que c'est pas grave, qu'il faut arrêter avec ces théories du deuil entre le déni, la colère, le rejet, l'injustice et puis l'acceptation. Et moi, je me suis dit, j'ai vraiment appliqué ça à ma situation. Je me suis dit, je n'accepterai jamais. Je sais que je ne l'accepte pas. Je trouve ça dégueulasse, quoi qu'il arrive. Mais c'est comme ça. Et j'ai pas besoin de me dire que je vais faire mon deuil parce que je le ferai pas. Mais ça m'empêche pas de vivre. Et ça ne nous empêche pas de vivre, et en rigolant et en étant dans la joie et dans la vie, dans les émotions. Mais c'est là. Ok. Est-ce que tu crois que la société comprend ce que tu vis? Non. Est-ce que tu as peur de l'avenir? Oui. Est-ce que tu continues à viser la Lune? Ah ouais, plus que jamais. Alors, et ce sera la dernière, mais est-ce que tu te sens encore militante, mais autrement? Oui, toujours. Non, ça c'est un caractère. Je me sens militante de plein de choses. Militante de la démocratie, mais on va pas aller là-dessus. L'actualité, la géopolitique me font très peur. Militante du droit à la différence, militante pour ses enfants et pour ces gens, d'être inclus dans nos sociétés.
militante pour l'injustice, pour les inégalités, enfin bref, toutes ces choses-là, ouais, ça reste très fort. Je suis quand même toujours, très investie, en tout cas concernée par tout ça. Ouais. Et ça me permet de rebondir un peu sur le... Alors on arrive tout doucement à la fin du podcast, mais sur le monde d'après, sur ce que toi tu vas faire, est-ce que toi tu vois du monde qui arrive, donc on le répète, mais tu as créé une ASBL aussi autour du handicap, où tu as pas mal de personnes autour de toi. Tu as participé aussi à un clip engagé pour donner un peu plus de visibilité au handicap. Tu as toujours ton podcast sur l'Europe, on a une 30aine d'épisodes maintenant. Ouais, 33. Donc, voilà. La chronique mensuelle sur la RTB. La création de la SBL, ça t'est venu comment? Pourquoi Oui, alors cette SBL, je vois que tu insistes dessus. Il faut être honnête, j'en fais rien. J'en fais pas grand-chose. D'accord. Quand je l'ai créée, c'était donc dans les 2 années après avoir arrêté de travailler. Donc Gabriel avait subi cette grosse opération aux États-Unis. On a fait beaucoup de thérapie pour faire de la rééducation suite à cette opération. Et donc je m'étais dit, ça coûte beaucoup d'argent. J'ai vraiment eu conscience au niveau des grosses inégalités. Déjà, une maternité, des enfants, ça peut creuser des inégalités, ça coûte cher, faut dire les choses. Mais quand on est dans le milieu du handicap, c'est encore plus flagrant et c'est encore plus dégueulasse parce que le handicap coûte cher. Et donc, j'ai eu envie de créer cette ASBL à la fois pour faire des levées de fonds, pour aider d'autres parents qui auraient besoin de soutien pour faire des thérapies pour leurs enfants. Et puis, à la base, mon idée, c'était aussi d'essayer de faire ces albums pour enfants, ces dessins, bref, tout ce dont on a parlé jusqu'à présent sur la représentation, mener des actions. Mais finalement, pour être honnête, donc elle s'appelle L'Extraordinaire Albert. Le compte Instagram, c'est Différent Toi-même. Je l'ai finalement assez peu fait vivre parce que j'étais vraiment prise dans ma propre histoire et mon propre moment. Et à un moment, au bout de 2 ans, à beaucoup être dans ce milieu-là, j'ai réalisé que c'était très lourd, que j'avais peut-être besoin d'aller respirer un peu ailleurs. Et je m'en veux encore un petit peu parce que je me dis, si tout le monde fait ça, comment on fait? Puis à côté de ça, il y a quand même plein de gens qui s'investissent et qui s'impliquent. Mais voilà, donc moi, je suis revenue sur des activités plus européennes, comme tu l'as dit, avec le podcast et la chronique et travailler sur un documentaire. Donc voilà, des choses qui m'ont remis dans mon ancienne vie. Parce que se concentrer sur ce milieu handicap, je trouve ça, c'est compliqué d'entendre des parents raconter leur situation. Moi, je suis un peu quelqu'un Saint-Bernard, donc quand on vient vers moi avec un problème, j'ai besoin de trouver une solution. Or là, parfois, il faut juste accepter qu'il n'y en a pas ou que c'est pas simple. Donc voilà, tout ça juste pour dire, la SBL à ce stade, elle est plutôt, elle vivote, il ne se passe pas grand-chose avec. Oui, mais je pense que tu peux être fier de l'avoir créé, parce que ne rien faire, ça c'est le problème. En tout cas là, même si la SBL se perd, il y a des tas de trucs qui se perdent. Mais après, je pense attention, que la création, c'est une partie de moi se dit aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça m'a appris à ralentir cette situation, mais aussi à laisser les choses vont venir quand elles vont venir. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui m'a, je pense, c'est le plus positif dans tout ça, c'est que je me suis dit, j'ai enfin accepté que les choses infusent et elles viennent quand elles doivent venir. Donc j'ai encore plein d'envie de faire plein de choses. Justement, tes projets je ne force plus. Tes projets là sur 5 ans, tu as des idées. Je ne veux pas penser comme ça. Non, j'en sais rien. Au jour le jour. Exactement. Pour l'instant, je suis repartie sur des projets européens avec le documentaire, le podcast, etc. Et tu aurais envie de faire complètement autre chose que parler de l'Europe ou travailler dans... Oui, absolument. Et donc là, je sens que justement me remettre à écrire, me remettre à repartir sur cette pente-là revient doucement, donc je pense que je vais le faire dans quelques mois. Je vais sans doute me réinscrire à un atelier d'écriture parce que ça me fait du bien, parce que j'en ai envie. Mais donc voilà, je laisse les choses venir. Et donc tu parlais du petit clip que j'ai réalisé. C'est pareil, c'est des petites choses. C'est vraiment, j'adorerais faire des choses plus grandes que ça, mais là, à ce stade, c'est des petites choses. Sur la base du slam, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extrêmement sympas qui m'ont aidé à mettre le slam en clip. Et on a envoyé ça à un concours de l'Extraordinary Film Festival, qui est un festival qui a lieu tous les 2 ans à Namur, et qui est là pour montrer des films, des documentaires autour de ces questions de handicap, de maladie. Donc, c'est un festival qui est très courageux parce qu'il y a pas mal de monde que ça rebute quand même d'aller voir ça. Et si je suis honnête, moi, la première, alors que finalement, j'y suis allée, c'était extrêmement sympa, c'était très joyeux. Voilà, ça n'est pas que des larmes et de la douleur. Et ce petit clip a gagné un prix, donc ça, j'étais hyper contente. Je dois avouer que ça fait partie des choses très concrètes dont je suis fière finalement, que j'ai fait moi-même. Et tu peux l'être. Merci. et voilà, et à terme, oui, j'aimerais bien revenir sur ces sujets-là, j'aimerais faire un documentaire autour de tout ça. Donc rester un petit peu dans ces domaines de visuel presque, du témoignage, c'est le mot.
pour sensibiliser, pour montrer à voir. Si je dois, voilà, mon grand objectif, ce serait vraiment que les regards évoluent sur ces gens-là, sur ces enfants. Ok, super, merci Catherine. Je mettrai en lien évidemment tous les liens vers Instagram, enfin tes groupes, hein, aussi ton podcast, etc. Donc vous n'aurez qu'à cliquer en dessous. Catherine, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Alors, je vais expliquer après, mais j'ai composé une petite chanson pour l'occasion, hein, donc je vais l'expliquer. Mais avant tout, je voulais te remercier d'avoir partagé cette traversée avec nous, d'avoir fait ton histoire une matière vivante, une histoire de courage, d'amour, d'humanité. Et pour ceux qui aiment le terme de résilience, et viser la lune, c'est peut-être ça. Ouais. Continuer à marcher, même quand le sol se dérobe, et croire encore à la beauté des petits miracles du quotidien. C'est vrai. Voilà. Et au final, ce que je ressens pour toi, Catherine, c'est de l'admiration parce que on est parfois très confortable dans notre vie. Et puis on se rend compte que, à travers ton témoignage, la vie pourrait être tout autre. Et que là, le courage qu'il faut avoir, il faut le décupler. C'est une façon de. Et que c'est pas facile. C'est intéressant parce que beaucoup de gens me parlent de courage et moi, je le vois comme une façon de. J'allais dire de survivre, c'est un peu violent, mais en tout cas de vivre avec tout ça et encore une fois d'en faire quelque chose le plus heureux possible, quoi, le plus positif possible. Ouais. Merci à toi en tout cas, bravo pour tes questions. Merci Catherine, merci. Voilà, donc la chanson dont je te parlais, elle s'appelle Mon île magique. Et donc j'ai essayé de me mettre dans la peau de Gabriel et de savoir ce que lui pouvait dire aux gens qui essayaient de rentrer dans son île magique à lui. Voilà, dans la tête d'un petit garçon de 9 ans qui voit le monde qui l'entoure et puis qui, de temps en temps, on n'a absolument rien à faire de ce qui se passe autour et qui vit sa vie à lui. Voilà, c'est une chanson que j'espère un peu plus joyeuse et qu'il pourra peut-être écouter parce que tu vas voir, je l'ai rendu un peu exotique. Il adore la musique. Voilà, merci. D'ailleurs, si je peux dire un mot là-dessus, parce que finalement, tu me demandais quels étaient mes rêves dans les 5 ans à venir et finalement, oui, non, il y a des choses. Ce serait d'écrire des choses autour de Gabriel, enfin en tout cas sur les enfants en situation de handicap, autour de la musique. Parce que Gabriel, en fait, il adore chanter, il adore danser, il aime beaucoup la musique. Et voilà, et dans mes rêves, dans Viser la Lune, j'aimerais bien, je le vois bien un jour au DJ. Ou faire du son. Il aime les sons. Ouais, il aime ça. Voilà, donc ça fait partie des projets que j'aimerais développer. Tu disais que tu n'avais pas d'idée, mais en fait, tu en as. Hein, donc... Allez, Catherine, merci beaucoup. Je te fais écouter la chanson. C'était un immense plaisir, un immense honneur de pouvoir partager cette heure quart avec toi. Et voilà, on te retrouvera après sur les réseaux, etc. Et n'hésitez pas à l'écouter sur La Première aussi, tous les mois, pour ceux que ça intéresse, sur les missions de l'Europe. Salut à tous, à bientôt. Moi, tes crayons, je vais t'en faire des avions qui vont t'emmener là-haut. De là, mon monde est beau. Tu ne veux pas y atterrir, y vivre ou grandir. T'en fais pas pour moi, mon gars, y aura bien pire. J'ai un tas de bonnes personnes en bas. Et aussi des mains, des jambes, et puis des bras. C'est un peu la Jamaïque sans le changement climatique, sans les gens lunatiques. C'est mon île magique. Allez, viens, je te l'offre, ce voyage dans mon
Honolulu. Si tu descends, viens donc en joli tutu. Tu verras comment je te ferai danser dans ta tête et sans les pieds. C'est un peu la Jamaïque sans le changement climatique, sans les gens lunatiques. C'est magique. Hey, mau o aloa ko u. Hey, o ola una ku auia lae kua pahuia o he. C'est un peu la Jamaïque sans le changement climatique, Hey, mau o aloa ko u. sans les gens lunatiques. O ola una ku auia lae kua pahuia. C'est magique.